yo traigo aquí una foto en donde está mi Mateo. Nos va a servir mucho. ¿Cuál es Mateo? Aquí, mire. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son los guerrilleros. Estaban ellos en el pueblo cuando entraron los militares. Esta foto lo tengo en la casa. Mateo dijo que quería tener un recuerdo de ellos. ¿Y el guerrillero, él, cómo se llama? No sé. ¿Pero algún apodo o no yo? ¿Cómo le decían? No, nunca le escuchamos su nombre. Solo le decían el jefe y el jefe. No, pero su nombre de verdad o... No sabemos. Pour moi, être à la Semaine de la Critique, c'est quelque chose de vraiment incroyable. D'ailleurs, j'y croyais pas. J'ai dû relire le mail plusieurs fois avant de me rendre compte. Et surtout, je pense à la vie du film. C'est-à-dire que avoir la chance d'être à la Semaine, c'est aussi la chance que beaucoup de gens regardent les films. Et c'est aussi la possibilité de nous interroger sur ce qui se passe au Guatemala. Donc pour moi, c'est juste incroyable. Nuestras Madres, c'est l'histoire d'un anthropologue, un jeune homme, un guatémaltèque, qui cherche son père disparu pendant la guerre. Et à travers l'histoire d'une femme d'un village au nord du Guatemala, il va découvrir quelque chose sur son identité qu'il ne s'attendait pas. Les plus grandes difficultés à écrire ces films, c'était le personnage d'Ernesto. Parce qu'on a l'impression qu'en faisant un film personnel, proche de soi, ça va être plus simple. Or, c'est complètement le contraire. Il a fallu que je me dise, voilà, c'est vraiment un personnage de fiction, c'est vraiment Ernesto qui est là. Il faut vraiment le construire comme lui, et pas comme si c'était moi représenté dans un autre personnage. Et à partir de là, ça a été plus simple. Quand on a vécu un génocide comme les Guatémaltèques, on porte quelque chose de très lourd. Et d'un côté, au niveau personnel, on essaye de s'en sortir de ça. Et de l'autre côté, on réfléchit à comment les faire d'une façon collective. Et je pense que c'est cette nécessité-là qui m'a amené justement à faire des repérages pour un documentaire, à rencontrer les histoires de ces villages massacrés, à aller dans un institut médico-légal qui s'occupe de déterrer des disparus. Mais je pense que ça partait de moi et de mes obsessions par rapport à comment on soigne les blessures d'une guerre. Parce que je pense que la fiction nous donne des outils qui me permettaient d'explorer des lieux au niveau cinématographique, au niveau de la narration, que je n'arrivais pas avec les documentaires. Notamment à travers de l'émotion, au travers du rapport mère-fils. Je voulais explorer ces rapports-là et je n'avais pas les outils documentaires pour pouvoir les faire. Et donc il fallait écrire ces personnages, les confronter et pour pouvoir arriver au sujet dont je voulais traiter. Au début, je voulais travailler qu'avec des comédiens non professionnels et j'ai démarré un énorme casting. Je pense que j'ai dû voir 550 personnes et je ne les trouvais pas. Et l'autre chose qui m'a fait un peu clic, c'était que les scénarios ne pouvaient pas être incarnés par un non-professionnel. C'est-à-dire que j'avais quand même écrit quelque chose de très écrit, pour le dire ainsi. Et donc je me suis dit, il faut trouver un comédien. Et comme il n'y en avait pas au Guatemala non plus, je suis parti au Mexique. Et parce qu'ils sont quand même des comédiens, une école, une industrie, etc. Et parce que le Mexique a été aussi le lieu où beaucoup d'exilés guatémaltèques se sont réfugiés. Et donc il n'y avait pas des problèmes d'accent, il n'y avait pas de problème. Si jamais on se pose la question, c'est tout à fait logique et cohérent par rapport au personnage. Donc voilà. Buenos días, Ernesto. Buenas. Disculpe que vengamos a molestar, pero mis compañeras mujeres también quieren dar testimonio. ¿Pero ahorita? Tenemos conocimiento que el gobierno tiene la obligación de resarcir a todas las personas que estamos acá. También sabemos que son 24,000 quetzales por cada persona muerta, aunque sé que eso no me va a traer de vuelta a mi Mateo. Avec Virginie Surdèche, l'opératrice, la chef opératrice du film, on avait l'impression de faire un document historique et même le travail que la fondation fait, c'est un travail, ça n'a pas été filmé et donc on avait l'impression de filmer l'histoire
Et donc on avait cette responsabilité-là et on s'est toujours posé des questions à partir de cet endroit-là. Et donc on n'avait pas le droit d'être trop esthétisant, parfois on allait trop loin, donc on revenait à quelque chose de plus réel, concret. On s'est dit mais c'est comme un document, enfin, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Parce qu'en fait ce qu'on voit dans les films c'est des vrais os, des vrais disparus. Donc c'est vraiment la couleur exacte des os et on avait je sais pas, on avait l'impression que c'était comme des petits morceaux comme si c'était de la terre en fait, qui s'est transformé. Je sais pas pourquoi. J'avais fait un énorme travail de recherche et les comédiens avaient fait aussi un énorme travail de recherche parce que moi je voulais que les gestes soient précis, qu'il y ait une vérité, qu'il y ait une réalité, enfin que les réels soient représentés d'une façon honnête. Au niveau du son, il y avait deux défis. L'un, c'est que je voulais reconstruire la ville de Guatemala City. Guatemala City est une ville très très bruyante. Et donc je me disais comment reconstruire cette anxiété, enfin ces mondes anxiogènes de cette ville qui est pleine de mobylettes, des bus bruyants, des gens qui crient, tout ça. Et donc avec Vincent Noailles qui a fait les directs, on s'est posé beaucoup cette question parce que sinon c'était une sorte de brouhaha. Et donc on est allé chercher des sons particuliers, c'est-à-dire mobylette 1 qui se déplace, bus 1 qui se déplace. Et donc pour pouvoir après, justement au montage son, gérer ces niveaux d'anxiété et des violences, parce que je pense qu'il y a une certaine violence en ville. Et de l'autre côté, à la campagne, on a fait un peu la même chose, parce qu'on avait aussi la même problématique avec des insectes, des oiseaux, du vent. Et on voulait aussi, avec les monteurs son, que la nature fasse partie de ces fouilles. Et donc, par exemple, dans la scène où il rentre sur les terrains, il doit y avoir, je pense, une vingtaine d'oiseaux. Hein. Enfin, chacun choisit aussi particulièrement. Et donc, on voulait que les sons fassent partie de la narration. Pour la musique du film, au tout début, j'en voulais pas. Je me disais, il va pas y en avoir, etc. Et au fur et à mesure que le montage avançait, avec Damien Mastragi, les monteurs, on s'est dit mais ça serait quand même bien ici, ça serait quand même bien là. Et je pense que Rémi Boubal, qui est le compositeur du film, a eu la gentillesse de me supporter parce que je ne sais pas parler musique. C'est-à-dire j'arrive et je dis mais je peux te dire, est-ce que moi je ressens, est-ce que je voudrais qu'on ressente. Et c'est ça, mais ne me demande rien d'autre, enfin, j'arrivais pas. Et c'était un travail long parce que, encore une fois, je ne sais pas parler musique, donc il m'envoyait des choses, donc je répondissais en disant mais oui ça, et je voulais la musique, je pense, parce qu'il y avait des scènes, notamment il y a une scène documentaire clé dans le film qui n'avait pas une véritable place narrative s'il n'y avait pas de musique. On a essayé beaucoup de choses. Au tout début pour cette scène, moi j'avais enregistré avec une troupe de théâtre de cris des massacres et une sorte de reconstitution du massacre. Et c'était trop premier degré, la scène n'avait pas de souffle. Ensuite on a dit il n'y a rien, et quand on n'a rien on ne sait pas quoi faire avec cette scène. Et donc la musique est venue lui donner la place juste pour qu'on puisse se projeter. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu de la musique à ce moment-là.